Nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflent. Bonsoir pour ce nouveau rendez-vous des dossiers de Comaguère, avec ce soir un rendez-vous particulier avec un philosophe italien que nous avons déjà eu le plaisir d'entendre sur cette antenne. Donc il s'agit de Domenico Lo Surdo. Et ce soir nous sommes donc en compagnie de Sidi, qui va appeler Domenico Lo Surdo pour nous parler. Domenico Lo Surdo nous parlera du dernier de ses livres, qui a été traduit en français, qui s'appelle La lutte des classes. Alors, sujet d'ampleur que j'explique pendant qu'on l'appelle au téléphone. Alors, Domenico Lo Surdo a produit beaucoup d'autres livres, heureusement traduits en français. Il écrit beaucoup, c'est un philosophe et historien très, très prolifique et très, très travaillé, très étudié, c'est-à-dire il n'avance rien sans preuve, sans citation. Il fait un véritable travail d'universitaire tout en étant militant, à l'évidence. Et donc ce soir, le thème, c'est la lutte des classes. Donc c'est son avant-dernier ouvrage publié en Italie et c'est le dernier publié en français. On attend après la traduction du dernier publié en italien qui s'appelle Un mondo senza guerra, un monde sans guerre. Alors évidemment, Comaguère ne pourra pas ne pas en parler avec lui dès que la traduction française sera faite. Alors, moi, je l'ai lu en italien d'ores et déjà, c'est très très riche aussi. Mais là, avec la Lotta di Classe, on a un ouvrage très intéressant parce qu'au fond, et je commence un petit peu son interview en attendant qu'on l'ait en ligne, le concept de lutte de classe arrive dans l'histoire. C'est une phrase du manifeste communiste de Marx et Engels qui dit très clairement « L'histoire est l'histoire de la lutte des classes ». Alors, la lutte des classes, je pense que Lo Surdo s'arrêtera sur le pluriel, car il dit l'histoire, il ne s'agit pas de l'histoire qui commence après 1848, c'est de l'histoire avant, c'est-à-dire avant il y a des classes sociales, il y a des noblesses, il y a des clergés, il y a des tas de choses comme ça, et l'histoire c'est effectivement les affrontements et les luttes entre ces classes. Et puis entre le moment où donc Marx et Engels mettent en circulation cet outil d'analyse de l'histoire qui sert encore tout le temps, il se produit toute une série d'événements historiques de la plus grande importance. Qui sont, alors, de notre point de vue, qui peuvent être des échecs, je pense de la Commune de Paris, qui peuvent être des réussites. C'est la Révolution russe est une réussite en matière de une classe en remplace une autre dans le pouvoir d'un pays très arriéré par ailleurs, politiquement. Il y en a d'autres qui sont les décolonisations, la Révolution chinoise, etc. Mais chaque fois, ce concept de lutte des classes est utilisé, mais mérite d'être pris dans toute son ampleur. Et c'est en gros le travail qu'a fait Domenico Lo Surdo, c'est-à-dire il n'y a pas simplement un affrontement simplificateur qui serait un affrontement, j'allais dire un peu de type syndical entre le patron qui a les moyens de production et les salariés qui vendent leur force de travail. C'est plus complexe que ça et c'est ce que Domenico Lo Surdo articule, c'est-à-dire chaque situation historique met en jeu une série de classes sociales. Il n'y a jamais dans un pays, même sommaire, il n'y a jamais des prolétaires à l'usine et des patrons. Il y a toute une série de couches intermédiaires différentes, etc. Et c'est toute cette articulation entre tous ces éléments, toutes ces luttes qui font une lutte qui peut réussir ou qui peut ne pas réussir du point de vue de la révolution et de la transformation sociale. Car le but est bien là. Il s'agit, là je rappelle encore une phrase de Marx et Engels, le philosophe pour Marx, qui est évidemment un philosophe et de grand gabarit, ne fait pas que étudier, il est là pour transformer la société. Donc la lutte des classes est un outil de transformation de la société et c'est là-dessus donc que Domenico Lo Surdo s'étend. Je pense qu'on va la voir bientôt en ligne, on essaye nos 2 numéros de téléphone. Donc il est professeur, donc il est maintenant professeur émérite, donc il vient de prendre sa retraite dans une université, l'université d'Urbino, sur la côte, enfin, du côté est de la botte italienne. Et il produit énormément, alors, des gros ouvrages, les derniers parus, un énorme ouvrage sur le philosophe allemand Nietzsche, qui est une somme, jamais personne n'a écrit 1000 pages réfléchies,
ayant tout lu sur Nietzsche, ayant tout analysé, ayant tout décortiqué, les ouvrages qui ont été publiés, qui sont d'intérêt plus facile d'accès, j'allais dire, de Domenico Losurdo, il y en a un qui est très intéressant, c'est Fuir l'histoire. Fuir l'histoire, c'est-à-dire ne pas regarder comment se passe l'histoire concrète, c'est-à-dire ces problèmes de lutte de classe, pourquoi ça fonctionne à certains moments, pourquoi ça ne fonctionne pas à d'autres, pourquoi une classe peut être potentiellement victorieuse et en fait elle est battue parce que l'articulation se fait mal. Et ça, c'est l'histoire telle qu'elle se passe. Et on verra dans les commentaires qu'il va faire du livre tout à l'heure, ce livre donc de 300 et quelques pages, on verra qu'à certains moments, le conflit de classe est là et en fait ne débouche pas sur une transformation. Il manque un élément et tout ne fonctionne pas comme il faudrait. Je ne sais pas si on va la voir. Oui, on va la voir en ligne. Ça a l'air de se préciser. Donc, Fuir l'histoire, qui est très intéressant. Le langage de l'Empire, qui en est un autre, où il analyse le vocabulaire de l'Empire, c'est-à-dire des pays dominants dans la situation mondiale actuelle. Ce langage qui est un langage fait de fausses notions. Par exemple, bombarder un pays au nom des droits de l'homme, c'est effectivement se moquer du monde, puisque le droit de l'homme, c'est de vivre d'abord. Et quand on va régler ses problèmes en le bombardant, effectivement, on ne défend pas les droits de l'homme, on défend la puissance qui a bombardé. Il a fait un ouvrage très intéressant sur la non-violence et l'usage donc qui en est fait à tort par certains. Voilà, je crois qu'on va la voir en ligne. Professore. Buonasera. Buonasera, caro professore. Merci d'être avec nous sur Radio Galère. Donc, j'ai commencé très rapidement à situer le contexte de ce livre. Donc, ce livre très important, La lutte de classe, qui a été traduit en français l'année dernière, pour expliquer que cet outil de travail d'analyse de l'histoire donc, qui est promu et lancé par Marx et Engels en 1848 dans le manifeste, ils disent bien l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. Cet outil, en fait, peut être utilisé tout le long de la période qui nous sépare de 1848 à aujourd'hui, sur chaque situation historique, en prenant bien attention de bien analyser les différentes formes que prend la lutte des classes. Et je crois que ton livre précisément fait ce travail-là, bien analyser les différentes formes que prend la lutte des classes dans une situation concrète dans un pays donné. Voilà, donc on va te laisser la parole là-dessus. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Oui, je pense que la théorie de la lutte de classe est une théorie très importante chez Marx et chez Engels et dans l'analyse de la situation sociale. Mais c'est une théorie très mal comprise, parce que selon Marx, avec cette théorie, nous pouvons et devons expliquer l'histoire humaine dans son ensemble. Ce n'est pas seulement le conflit dans l'usine pour l'augmentation des salaires. Bien sûr, ça c'est une lutte de classe. Mais par exemple, si nous prenons après la Révolution française, Tout va bien. Vas-y. Après la Révolution française, nous voyons les premières grèves des ouvriers pour améliorer les conditions de travail et même la rétribution du travail. Bien sûr, sont la lutte de classe. Mais nous voyons à Saint-Domingue une lutte épique pour éviter l'esclavage, pour démanteler l'esclavage. Et bien sûr, ça, c'est une gigantesque lutte de classe. Ce serait ridicule de dire que c'est une lutte de classe pour avoir un salaire un peu plus haut et pas une lutte de classe, la lutte de classe que les esclaves ou les potentiels esclaves mènent pour éviter l'esclavage. Alors, bien sûr, nous avons en Saint-Domingue la révolution des esclaves noirs. C'est une gigantesque lutte de classe. Cette révolution des esclaves noirs conquête l'indépendance politique, conquête l'abolition de l'esclavage colonial. C'est une gigantesque lutte de classe. Après Napoléon, où le beau-frère de Napoléon essaie d'introduire à nouveau dans l'île la domination coloniale et l'esclavage colonial, et la résistance
des esclaves ou de ceux qui étaient esclaves pour éviter le nouveau esclavage, c'est une gigantesque lutte de classe. À ce propos, je polémique contre un historien très bien connu dans l'Occident, c'est peut-être même l'historienne officielle, l'historien de la cour occidentale et anglo-saxonne, s'appelle Niall Ferguson. Il vit entre la Grande-Bretagne et les États-Unis et il a écrit beaucoup sur le XXe siècle et il dit le XXe siècle n'a pas été le siècle de la lutte de classe comme pensait Marx ou comme pensait Lénine, parce que dans ce cas, la lutte qui a joué un rôle fondamental était la lutte des races. Mais il n'a pas compris vraiment la situation. J'ai cité Hitler et j'ai cité Himmler. Himmler était un des collaborateurs plus étroits de Hitler. Himmler a écrit les soi-disant discours secrets, c'est-à-dire les discours qu'il prononçait avec les nazis, et il disait, dans ce cas, nous sommes tous nazis, je peux parler très ouvertement, nous avons besoin de slaves, d'esclaves. Et nos esclaves sont les slaves de l'Europe orientale et surtout de l'Union soviétique. Il dit ouvertement que le Troisième Reich avait besoin d'une race d'esclaves, de race étrangère. Il dit ça, les Allemands ne pouvaient pas devenir des esclaves. Mais les Slaves, bien sûr. Et alors, il voulait fonder le grand empire continental du Troisième Reich dans l'Europe orientale avec l'esclavage des Slaves. Et la lutte de résistance à Stalingrad contre ce projet d'esclavage colonial a été une grande lutte de classe. Une grande lutte de classe. Et de cette lutte de classe, la classe ouvrière a été les protagonistes. Alors, de cette façon, nous pouvons lire l'histoire du XXe siècle comme l'histoire de la lutte de classe, mais bien sûr, la lutte de classe assume toujours des formes déterminées, des formes concrètes, des formes particulières. La lutte de classe n'est pas la répétition de la même chose. Mais toutes les luttes anticoloniales du XXe siècle et la lutte, par exemple, de l'Union soviétique pour éviter de devenir le réservoir des esclaves du Troisième Reich, la lutte de la Chine contre l'impérialisme japonais. L'impérialisme japonais voulait faire en Chine à peu près ce qu'Hitler voulait faire dans l'Union soviétique et dans l'Europe orientale. La lutte au Vietnam, la lutte à Cuba, la lutte en Algérie, les luttes anticoloniales sont toutes des gigantesques luttes de classe. Et seulement à la lumière de cette explication, nous pouvons comprendre la thèse du manifeste du Parti communiste, l'histoire et l'histoire de la lutte de classe. Le manifeste du Parti communiste ne dit pas que la lutte de classe est quelque chose de particulier. Non, la lutte de classe est l'histoire humaine. Marx et Engels donnent une théorie générale du conflit social. Le conflit social peut se manifester de façon différente et j'explique. C'est la lutte de classe au niveau national. Au niveau international, c'est la lutte de classe, par exemple, la lutte contre les nations opprimées et esclavagées, contre l'oppression nationale et contre la domination esclavagiste. Et même au niveau de la famille, je cite dans ce cas surtout Engels dit que l'oppression de la femme a été la première forme de lutte de classe. Et la lutte des femmes pour l'émancipation a été la première forme de lutte de classe pour l'émancipation. Alors nous avons à quoi faire avec 3 formes de lutte de classe dans la famille,
au niveau national et au niveau international. Et de cette façon, nous pouvons comprendre, bien sûr, l'affirmation de Marx selon laquelle l'histoire est l'histoire des luttes de classe, qui a toujours une forme déterminée. Je cite à ce sujet un texte de Marx sur l'Irlande, et Marx, dans ce texte sur l'Irlande, dit: dans l'Irlande, nous voyons l'expropriation, la déportation des paysans irlandais par les colons anglais. Nous voyons même la décimation des paysans irlandais par les colons anglais. Et dans ce cas, c'est une citation de Marx, la question sociale se présente comme question nationale. Voilà. Je répète, la question sociale se présente comme question nationale. Et je dis, la même chose se passe, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale en Chine. Nous voyons l'impérialisme japonais qui voulait réduire en esclavage le peuple chinois. Et dans ce cas, Mao Zedong a fait une affirmation admirable. Il a dit, il écrit, nous sommes 1938, c'est-à-dire il y a l'invasion japonaise. Il a dit: la lutte de classe est, dans ce cas, je souligne, dans ce cas, la lutte nationale. Il y a identité dans ce cas entre lutte de classe et lutte nationale. Alors, je répète, la théorie marxienne de la lutte de classe est une théorie générale du conflit social. Qui s'oppose au fond et qui prend contre-pied sur l'histoire des grands hommes et des puissants. Ah oui, bien sûr, tu as parfaitement raison. Dans mon livre, je fais une comparaison entre la théorie de la lutte de classe, comme expliquée par Marx et Engels, et qui c'est une théorie générale du conflit social. Je fais même une comparaison avec Tocqueville, par exemple. Oui. Par exemple, Tocqueville, lorsqu'il parle de l'expansion coloniale de l'Occident dans le monde, il dit c'est la supériorité de la race européenne, de la race blanche. Cette supériorité, cette domination est prévue par la providence divine. Il parle de cette façon. Et bien sûr, dans ce cas, nous avons une naturalisation du conflit social. Tandis que chez Marx et Engels, le conflit social a toujours une dimension historique, c'est toujours une histoire déterminée, une histoire concrète. L'expansion coloniale de l'Occident n'était pas diée, mais c'était l'expansion de la bourgeoisie pour conquérir les colonies, pour élargir le marché, même pour conquérir le marché mondial. Cette expansion de la bourgeoisie française entre en contradiction avec l'expansion, par exemple, de la bourgeoisie allemande. Et la Première Guerre mondiale, c'est la guerre entre les bourgeoisies impérialistes opposées. Mais même cette guerre est une lutte de classe. Et dans ce cas, est la lutte entre les classes exploiteuses de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie, etc. Alors, dans ce cas, nous pouvons comprendre magnifiquement l'histoire. Je fais un autre exemple, toujours par rapport à Tocqueville. Oui. Et il doit expliquer la différence entre la Révolution française et la Révolution américaine. La Révolution américaine a été quelque chose de bref parce que les colons ont acquis l'indépendance par rapport au gouvernement de Londres, mais la Révolution française, comme tout le monde sait, a été bien plus compliquée. La première révolution, puis la révolution jacobine, puis le retour
le retour de la monarchie des Bourbons, l'autre révolution, les deux révolutions de 48. Alors, comment expliquer cette différence? Et Tocqueville donne une explication qui fait sourire, mais il dit les Américains ont un plus fort sens pratique que les Français, qui étaient un petit peu malades, ou fort malades. Et surtout, il dit même que les Américains avaient un plus robuste sens moral par rapport aux Français. Le sens moral, c'était l'esclavage, que les Jacobins ont aboli en Saint-Domingue, et l'esclavage a continué longtemps dans les États-Unis. Et c'est une explication qui n'a pas de sens, mais dans le cas de Marx, il a expliqué très bien. Dans le cas de la Révolution américaine, nous voyons seulement une contradiction entre les colons anglais en Amérique, c'est-à-dire les colons américaines contre le gouvernement de Londres, tandis que dans la Révolution française, nous voyons beaucoup de contradictions. Nous voyons la contradiction des paysans contre les seigneurs féodaux. Nous voyons la contradiction des colonies. Par exemple, nous voyons la grande révolution des esclaves noirs. Toutes ces contradictions sont entremêlées. Alors, il y a une grande crise historique et bien sûr, la situation est plus difficile. Mais dans le cas de Marx et Engels, nous trouvons une explication historique, pas naturaliste, les Français plus sots que les Américains ou quelque chose comme ça. Et je dis que si nous expliquons concrètement la théorie de la lutte de classe, nous pouvons voir la grande supériorité, même théorique, pas seulement politique, de Marx et Engels. Parce qu'ils ont critiqué le racisme, l'explication raciste de l'histoire, ils l'ont critiqué d'avance. Et même sur le cas des États-Unis, parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de lutte de classe aux États-Unis, puisque la classe qui aurait pu se défendre avait été passée par les armes. Je veux parler des peaux rouges. Oui, ça c'est un aspect. Les peaux rouges ont été exterminés. C'était une lutte de classe réactionnaire, sauvage la pire, et réactionnaire. Oui, bien sûr. Il y avait l'esclavage des Noirs, mais l'esclavage des Noirs et l'extermination des peaux rouges a rendu possible l'atténuation de la lutte de classe entre la communauté blanche. Pourquoi? Parce que les émigrés qui venaient de l'Europe, qui étaient pauvres, qui venaient pour travailler même dans des conditions très défavorables, en peu de temps devenaient des patrons. Ils ont conquis la terre soustraite aux peaux rouges, et de cette façon ils sont devenus des propriétaires. Et de cette façon la lutte de classe dans la communauté blanche en Amérique est devenue moins âpre qu'en Europe, mais seulement pour le fait que la lutte de classe contre les peaux rouges et contre l'esclave noir était bien plus âpre, parce que cette lutte de classe, enfin, c'était l'extermination des indigènes et l'esclavage des peuples coloniaux qui étaient déportés de l'Afrique. Oui, et dans le cas des États-Unis... Un grand historien afro-américain des États-Unis, mais il était afro-américain. Il a écrit de cette façon très synthétique, mais je trouve admirable, l'histoire des États-Unis. Et il a dit, l'histoire des États-Unis est l'histoire de l'expropriation aux peaux rouges de la terre qui après a été cultivée par les esclaves déportés de l'Afrique. Et donc on a le cas aux États-Unis d'une bourgeoisie qui se fait dans des temps extrêmement courts, qui ne s'est pas affirmée contre une noblesse ou contre des féodaux, mais qui s'est affirmée par l'extermination ou l'esclavage des autres.
C'est une bonne Oui, chose. c'est une affirmation très importante. On dit, en général, on fait une description, comme dire, ironique de l'histoire des États-Unis. Non, l'histoire des États-Unis est une histoire plus terrible que l'histoire européenne pour la raison que j'ai déjà expliquée. L'histoire des États-Unis, c'est l'extermination des peaux-rouges, c'est l'esclavage des Noirs. Et cet esclavage des Noirs a duré longtemps. Oui. Seulement pour faire un exemple, la Grande-Bretagne a éliminé l'esclavage dans les colonies dans les années 30 du 19e siècle. Les États-Unis ont aboli l'esclavage 3 décennies plus tard. Oui. Et même après avoir éliminé l'esclavage sur le plan formel, tout le monde sait que les Noirs ont continué à être des demi-esclaves dans les États-Unis jusqu'au XXe siècle. Oui, puisqu'il a fallu attendre la lutte des droits civiques, donc dans les années 60, pour qu'effectivement il y ait une sortie concrète de l'esclavage. Oui. Et seulement de cette façon, nous pouvons comprendre une chose qui est oubliée et qui n'est pas citée dans les textes ordinaires de l'idéologie dominante, que Rosenberg, c'est-à-dire le grand théoricien du Troisième Reich, Rosenberg parlait des États-Unis comme le splendide pays du futur, parce que c'était le premier pays avec une législation raciale, et le premier pays racial parce que la race décidait de tout. Et Rosenberg disait cette législation raciale aux États-Unis est faite valoir contre les Noirs et contre les jaunes, c'est-à-dire même les coulisses chinois. Et nous, en Allemagne, nous devons faire valoir l'État racial même contre les Juifs. Exactement. C'est-à-dire, pour comprendre la préhistoire du Troisième Reich, nous devons partir de l'État racial aux États-Unis. Exactement. Oui, et c'est ce qui a facilité la transition des cadres du nazisme et des services secrets en particulier en 1945 et 1946. Il y avait harmonie de philosophie. Oui, je crie dans plusieurs occasions que l'idéologie de Hitler était la white supremacy, la suprématie blanche. Il parle de la nécessité de la suprématie blanche dans la même façon dans laquelle parlaient les champions de la suprématie blanche dans les États-Unis. Il y a des textes que je trouve extraordinaires et que je cite souvent, je peux le dire. Le premier texte est Hitler, c'est-à-dire 1932, c'est-à-dire l'année avant la conquête du pouvoir. Et il dit explicitement la suprématie de l'Occident dans le monde a commencé avec la découverte ou avec la conquête de l'Amérique, avec la suprématie de la race blanche, et nous devons rétablir cette suprématie de la race blanche avec la lutte et la guerre contre l'Union soviétique, qui était le pays, qui était l'État qui prônait la révolution anticoloniale. Mais peut-être un autre texte est encore plus intéressant. L'autre texte dont je parle est le texte de Oswald Spengler. Oswald Spengler a été un grand intellectuel réactionnaire de l'Allemagne. Et dans l'année 1933, c'est-à-dire l'année de la conquête du pouvoir par les nazis, il a écrit un texte où il dit, entre autres, avec la révolution d'octobre, la Russie a jeté loin sa masque blanche et la Russie est devenue partie intégrale de la
population de couleur et du monde colonial. C'est-à-dire, les Russes étaient devenus des Noirs comme les Africaines, et si dans l'Afrique, c'était surtout l'Angleterre et la France qui établissaient la civilisation blanche, dans le cas de l'Union soviétique, c'était au Troisième Reich d'établir la domination et la civilisation blanche. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas séparer le Troisième Reich de l'histoire de la tradition coloniale. Le Troisième Reich en Europe et la domination de l'impérialisme japonais en Chine ont été le dernier chapitre, ou presque le dernier chapitre, de l'histoire de la tradition coloniale. Le chapitre le plus horrible, mais c'est un chapitre de la tradition coloniale. Et est-ce qu'on ne peut pas dire, Domenico, que quand Spengler écrit ce texte, il a dans l'esprit le congrès des peuples d'Orient tenu par Lénine en 1920, je crois, à Bakou, qui est en fait l'ouverture des Blancs russes aux autres qui ne sont pas blancs dans le grand territoire soviétique? Ah oui, tu as raison. Cette réunion de Bakou, après le deuxième congrès de la Troisième Internationale communiste, cette réunion de Bakou a été décisive. Ils ont même changé le mot d'ordre qui est la conclusion du manifeste du Parti communiste. Comme tout le monde sait, le manifeste du Parti communiste se conclut avec ce mot d'ordre prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Mais dans le congrès de Bakou, il y a une modification prolétaire de tous les pays. Et nations opprimées de tout le monde, unissez-vous. C'est-à-dire, dans ce cas, il n'y a pas seulement un sujet révolutionnaire, les ouvriers, mais il y a un deuxième sujet révolutionnaire qui est constitué par les nations opprimées, par le monde colonial. Et bien sûr, nous pouvons comprendre l'histoire du XXe siècle si nous pensons même au deuxième sujet colonial. Je peux même ajouter que les dangers de guerre que nous voyons aujourd'hui croître, malheureusement, oui. Je parle des dangers de guerre, d'une guerre sur échelle large, peut-être d'une troisième guerre mondiale, parce que les guerres néocoloniales sont déjà très bien présentes. D'abord contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre la Libye, contre la Syrie, sont toujours des guerres coloniales. Oui. Mais il y a le danger aujourd'hui d'une guerre bien plus large. Et ça, le sujet est la lutte entre colonialisme et anticolonialisme. Même lorsque nous parlons de guerre froide, c'est bien de parler de guerre froide qui était toujours très près de devenir un holocauste nucléaire. Mais cette guerre froide était même la guerre entre colonialisme et anticolonialisme. Nous pouvons penser à l'Algérie, nous pouvons penser au Vietnam, à la Chine, etc. C'est-à-dire la lutte entre colonialisme et anticolonialisme pendant la guerre froide s'est développée avec l'aide que les pays socialistes ont donnée au mouvement anticolonialiste et l'Occident était bien sûr toujours à la faveur du colonialisme ou du néocolonialisme. Et aujourd'hui, bien sûr, les États-Unis pensent même à une guerre contre la Chine et contre la Russie pour infliger une défaite au mouvement anticolonialiste mondial. C'est-à-dire de la lutte contre le colonialisme, nous devons procéder à la lutte contre la guerre, à la lutte contre la paix. Et la lutte contre la guerre et contre la paix et pour la paix, qui est une lutte anticoloniale et en même temps une grande lutte de classe. Ça, c'est la dimension nouvelle, effectivement, qui est cachée dans l'atmosphère de nouvelle guerre froide qui est entretenue en Occident. Oui. Alors, je cite dans mon livre un texte que je trouve admirable de Marx. Oui. Lorsqu'il parle des colonies, il dit, un texte
que je pense devrait être appris par cœur par les disciples, pas seulement dans les leçons d'histoire, mais même dans les leçons d'éducation civique. Alors, ce texte dit la barbarie de la société bourgeoise, que dans la métropole capitaliste assume des formes quelque peu masquées et quelque peu éduquées, cette barbarie devient nue et devient horrible dans les colonies. C'est-à-dire, pour comprendre au mieux la barbarie de la domination bourgeoise, nous devons étudier, nous devons analyser en premier lieu les colonies. Alors, lorsque je vois la gauche, pas seulement en Italie, mais même en France, nous prendre position contre la guerre horrible des États-Unis contre la Syrie, alors je dis que ces gens n'ont compris rien de Marx et n'ont rien à quoi faire avec la gauche, parce que être à gauche et être disciple de Marx est pas seulement opposer l'inégalité dans le pays capitaliste, mais en premier lieu opposer et combattre l'inégalité au niveau planétaire, au niveau mondial, l'opposition entre les soi-disant nations élues par Dieu et les nations opprimées, les nations coloniales. Et ce qui a fait l'Occident, surtout les États-Unis, mais même la France, l'Italie, dans la Libye, c'est quelque chose d'horrible que démontre le caractère barbare de la soi-disant civilisation bourgeoise. Je voudrais qu'on développe un peu ce que tu viens de dire là sur ces courants de la gauche, voire même certains partis communistes dans l'Occident qui se satisfont d'une amélioration de la condition ouvrière, disons pour faire simple, et qui au fond sont totalement indifférents, voire ne comprennent pas les luttes coloniales qui se mènent dans leur propre pays ou que leur propre gouvernement mène. On a souvent assisté à ce genre de difficultés. Oui, ça c'est la chose la plus importante lorsque nous parlons de la lutte contre l'inégalité. La lutte contre l'inégalité peut avoir des aspects ou des formes. C'est la lutte contre l'inégalité dans une société déterminée et c'est la lutte contre l'inégalité au niveau mondial. Par exemple, je dois dire, et mon texte le dit, parle avec faveur de la Chine de Mao Zedong, mais même de Deng Xiaoping, parce que la Chine de Deng Xiaoping, avec le développement extraordinaire qui a connu la Chine sur le plan économique et technologique, ce développement a réduit grandement l'inégalité au niveau planétaire. L'inégalité par là, seulement une poignée de pays et de nations civilisées étaient à l'avant-garde au niveau économique et technologique. Maintenant, cette divarication terrible commence à devenir moins grave, commence à disparaître. Et ça, c'est le résultat de la révolution anticoloniale. Et je pense que les menaces de guerre par les États-Unis, surtout par les États-Unis, sont les menaces de guerre par des gens, par des pays, par des groupes impérialistiques qui n'acceptent pas l'égalité entre les nations, qui ne veulent pas renoncer au colonialisme ou au néocolonialisme. Parce que dans le XXe siècle, heureusement, le mouvement communiste international a produit une grande lutte contre le colonialisme classique, mais cette lutte doit être achevée avec la lutte contre le néocolonialisme.
Alors, Lénine a expliqué très bien quelle est la différence entre colonialisme et néocolonialisme. Il dit le colonialisme est l'annexion politique, le néocolonialisme est l'annexion économique. Et l'Occident a dû renoncer à l'annexion politique, mais dans ce cas, je cite même ce que je considère un grand auteur, c'est-à-dire Frantz Fanon, Oui. Les damnés de la terre. En général, on cite de Frantz Fanon, on cite cette dénonciation terrible et magnifique qu'il fait de la violence colonialiste, du racisme, etc. Et c'est bien important. Mais il y a un autre texte de Fanon qui peut-être est négligé. Fanon dit, lorsque une puissance capitaliste et impérialiste est contrainte par la résistance populaire, par le soulèvement des peuples, à concéder, à donner, à reconnaître l'indépendance politique, par exemple de l'Algérie, politique. Et, alors, ce pays impérialiste dit au peuple qui va connaître l'indépendance politique, dit à peu près quelque chose comme ça. Vous voulez l'indépendance politique, vous la prenez maintenant, mais maintenant vous créez. C'est-à-dire la lutte n'est pas plus militaire, mais même économique et technologique, parce que les grands pays capitalistes et impérialistes essaient, même après avoir reconnu l'indépendance politique, essaient de garder la suprématie économique, technologique, qui est en même temps même la suprématie militaire. Bien sûr. Alors, même la lutte contre le néocolonialisme est une lutte très importante aujourd'hui. La lutte contre le néocolonialisme est une lutte de classe. Je voudrais, si tu veux, parce que dans ton livre, tu dis que sur ton analyse de la politique chinoise, celle de Mao et celle de Deng Xiaoping qui lui a suivi, tu es pas très suivi ou pas très bien compris dans la gauche occidentale. Et donc j'aimerais que tu développes ton analyse, si tu veux bien. D'abord, je ne fais pas une opposition entre Mao Zedong et Deng Xiaoping. Voilà. J'admire soit Mao Zedong, soit Deng Xiaoping. Et je dis que c'est des personnalités historiques d'une grande envergure correspondent à des étapes de la révolution anticoloniale. Et je dis qu'une révolution anticoloniale, mais le dit déjà Fanon, le dit même Mao, une révolution anticoloniale, pour être victorieuse, doit passer à travers des étapes. La première étape est l'étape, nous pouvons dire, politique-militaire, la lutte pour l'indépendance. La lutte. Et c'est la première étape. Mais la deuxième étape, c'est la lutte pour le développement économique et technologique. J'ai cité ce qui a écrit Frantz Fanon. Mais dans ce même contexte, je peux citer Mao Zedong. Mao Zedong, à la veille de la fondation de la République populaire chinoise, a écrit. Maintenant nous avons l'indépendance politique, mais si nous les Chinois continuons à dépendre de la farine américaine, nous serions toujours une colonie ou une semi-colonie. C'est-à-dire déjà Mao Zedong avait compris que la libération du colonialisme, de la domination coloniale ou néocoloniale n'est pas complète sans le développement économique et technologique. Alors, cette deuxième étape a été comprise très bien, surtout par Deng Xiaoping. Alors, je dis que la Chine a donné les deux personnalités qui permettent de comprendre
complètement la révolution anticoloniale. Mao Zedong, pour ce qui concerne la première étape, la lutte pour l'indépendance politique, et Deng Xiaoping pour ce qui concerne la seconde étape, la lutte pour l'indépendance même sur le plan économique et technologique. Et nous devons saluer les progrès extraordinaires que la Chine connaît, même sur le plan économique et technologique. C'est une vision un peu romantique et un peu idéaliste de penser la révolution anticoloniale seulement sous la forme du soulèvement militaire contre la domination. Ça, c'est bien sûr très important, mais même la lutte pour le développement économique, c'est une grande révolution anticoloniale et une grande révolution de classe. Et j'invite à réfléchir surtout sur l'histoire de l'Union soviétique. L'histoire de l'Union soviétique dans les années de la lutte contre l'agression hitlérienne. La classe ouvrière soviétique a fait des exploits extraordinaires. Tout le monde connaît ou devrait connaître l'exploit de Stalingrad. C'était les ouvriers armés qui ont infligé une défaite à l'armée invincible du Troisième Reich. Mais la classe ouvrière soviétique a fait même d'autres choses. Au début de l'agression hitlérienne, la classe ouvrière soviétique a transporté les usines de l'Ouest où elle était menacée par Hitler, elle les a transférées à l'Est pour produire et continuer à produire, pour produire les armes, mais même tout ce de quoi avait besoin l'armée rouge. C'est toujours une épique lutte de classe de la classe ouvrière soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même dans ce cas, nous voyons les deux étapes de la révolution anticoloniale parce que Hitler voulait transformer l'Union soviétique dans une colonie même avec une base esclavagiste. Alors, nous voyons dans ce cas la lutte de la classe ouvrière soviétique était soit sur le plan militaire, soit sur le plan de la production, de l'économie, de la technologie. Et sont des formes de lutte anticolonialiste et des formes de lutte de classe. Et ça avait déjà commencé dans les années 20 quand Lénine dit bon, ça y est, on a le pouvoir, mais il faut quand même que l'économie marche, qu'on reconstruise ce pays, que les usines tournent, qu'il y ait un progrès technologique, puisqu'il faisait venir des ingénieurs de l'étranger. Il avait été critiqué, pourtant c'était bien ça la question. Oui, tu as parfaitement raison. Je cite le texte de Lénine, je crois, dans l'année 20 ou dans les années 20, où il dit la lutte de classe n'est pas terminée, a changé de forme. Voilà. Et bien sûr, la lutte, dans ce cas pour la production, la lutte pour démontrer que la classe ouvrière était capable de diriger un pays, de produire, d'assurer la vie à une population, à un peuple, c'était une lutte fondamentale. Nous ne pouvons pas comprendre la grande victoire de l'Union soviétique contre le Troisième Reich sans cette lutte de classe dont Lénine parlait déjà dans les années 20. Pas tout le monde le comprenait, mais c'est Lénine qui avait raison. Oui, puisqu'il avait, y compris dans le parti ou dans le pays, des opposants, je pense à l'opposition ouvrière, qui disaient la priorité, c'est la satisfaction des revendications ouvrières. Oui, Lénine, comme tout le monde devrait savoir, mais comme tu bien sais, a critiqué cette vision très unioniste, déjà dans son texte fondamental qui est Quoi faire. Que faire, oui. Dans ce texte, il dit que la classe ouvrière est révolutionnaire
pas seulement lorsqu'elle pense aux revendications dans l'usine. Bien sûr, ces revendications dans l'usine sont fondamentales, mais lorsque la classe ouvrière a une vision politique générale, c'est alors qu'il a conquis vraiment une conscience de classe révolutionnaire. C'est un thème qui est très bien développé même par Gramsci. Voilà, qui lui a très bien compris la situation, effectivement. Dans le sens, oui, le progrès, c'est encore l'histoire de la farine, c'est-à-dire c'est bien joli d'avoir le pouvoir, mais s'il n'y a pas de farine, on ne va pas durer très longtemps, c'est ça? Il n'y a plus d'appui populaire, bien sûr. Exactement, il n'y a plus d'appui populaire. La base sociale de la révolution va disparaître sans cette production matérielle. Alors, au point où on en est là, est-ce qu'il y a d'autres périodes, parce que dans ton livre, tu fais un balayage de toute la période qui va du manifeste à aujourd'hui, d'autres moments où cette prise en compte de tes trois aspects de la lutte des classes ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il y a des échecs parce qu'il y a une dimension qui a été oubliée. Et la dimension, surtout la dimension... Oui, je t'écoute. Oui, c'est-à-dire de comprendre que la lutte de classe peut assumer et assume des formes différentes n'est pas facile. N'est pas facile. Alors, les périodes les plus glorieuses de l'histoire du mouvement communiste et de l'histoire des classes populaires, c'est lorsque ces trois aspects de la lutte de classe ont été unifiés dans une synthèse. Et je cite bien sûr la Chine de Mao, où il y a en même temps la formation d'une classe ouvrière révolutionnaire. Il y a la lutte de classe nationale contre l'impérialisme japonais. Mais il y a même une gigantesque émancipation des femmes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je cite pour ce qui concerne l'Italie, Togliatti. Et Togliatti, pendant la résistance antifasciste, bien sûr, il a compris la lutte de classe nationale, le Troisième Reich, essayait de transformer même l'Italie dans une colonie. Alors, Togliatti comprenait très bien la lutte de classe nationale, comprenait très bien le rôle dirigeant de la classe ouvrière, mais il a été le premier en Italie à parler de la nécessité de l'émancipation de la femme. Il a fait des textes très subtils et des analyses très efficaces sur la nécessité de la lutte des femmes pour l'émancipation. C'était un thème difficile en Italie, pas seulement pour le poids de la bourgeoisie, mais même pour le poids du Vatican, etc. Bien sûr. Mais Togliatti a écrit des textes que je considère toujours très importants. Même aujourd'hui très importante. Je reviens, j'ai ton livre sous les yeux là, et je me suis arrêté parce que ça parle beaucoup, puis c'est des gens célèbres. Tu parles d'une réunion, d'une opposition entre Khrouchtchev et Zhou Enlai qui a une valeur emblématique. Je te laisse raconter. Oui, Khrouchtchev était le chef du révisionnisme. Zhou Enlai, avec Mao, a commencé à critiquer l'Union soviétique et Khrouchtchev, à un certain moment, a eu une politique avec Zhou Enlai et il a dit Zhou Enlai, tu n'as pas le droit de parler parce que tu viens d'une famille de mandarines. C'est-à-dire d'une famille qui n'est pas populaire, n'est pas ouvrière. Moi, Khrouchtchev, je viens d'une famille qui était très pauvre, était minière. Et Zhou Enlai a répondu, tu as raison, tous les deux, nous avons trahi notre classe d'origine. C'est une réponse magnifique parce que Zhou Enlai, comme Mao, avait compris que, bien sûr, l'extraction de classe est importante, mais enfin, il y a même une décision du sujet de la personne
Ça vaut surtout pour les intellectuels. Les intellectuels en général viennent d'une classe moyenne, ne sont pas la grande bourgeoisie et en général ne sont pas d'extraction populaire, ils viennent en général de la petite bourgeoisie intellectuelle. Et bien sûr, il y a des intellectuels qui choisissent la classe ouvrière et il y a d'intellectuels qui font le choix contraire pour le régime dominant, pour le capitalisme et même pour l'impérialisme. Aujourd'hui, malheureusement, nous devons ajouter qu'il y a beaucoup d'intellectuels peut-être sont en mesure de comprendre les dommages de la politique d'austérité, le démantèlement de l'État social en Occident, la polarisation sociale en Occident, la plutocratie en Occident, c'est-à-dire le pouvoir de la grande richesse, que la grande richesse exerce même au niveau politique. Mais malheureusement, ces intellectuels ne sont pas en mesure de comprendre les guerres coloniales, la barbarie de ces guerres coloniales qui a détruit tout le Moyen-Orient. Et ce sont ces guerres coloniales déclenchées par l'impérialisme, par l'Occident et surtout par les États-Unis. Des pays comme la Libye avaient connu de grands progrès, même des pays comme la Syrie avaient connu de grands progrès. Et après, ces pays ont été détruits. Je répète, pas seulement bombardés, ont été détruits. Ce qui a provoqué l'impérialisme dans le Moyen-Orient est un des chapitres les plus terribles de l'histoire contemporaine. Ouais. Et ça le reste. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde et beaucoup d'intellectuels qui comprennent cette chose. Ils sont les prisonniers de l'idéologie humanitaire, c'est-à-dire l'impérialisme disent de faire ces guerres pour les droits de l'homme, pour sauver l'humanité, etc. Mais ça, c'est ridicule. Je cite, même Mussolini prétendait de faire une guerre humanitaire. Par exemple, lorsqu'il a agressé l'Éthiopie, il disait l'empereur de l'Éthiopie est un esclavagiste, c'était le Negus, c'était le titre officiel. Et Mussolini disait c'est le Negus des négrieri, c'est-à-dire le Negus des esclavagistes. Et nous qui héritons la grande civilisation romaine, nous allons abolir l'esclavage. Bien sûr, ils ont élargi et rendu plus aigu l'esclavage. Mais le Parti communiste italien, dans cette occasion, a écrit une page que je dois dire très belle, glorieuse. Pas seulement le Parti communiste italien n'a pas pris au sérieux l'idéologie humanitaire de Mussolini, mais des militants communistes ont allé en Éthiopie pour combattre contre les troupes fascistes de Mussolini. Ah oui, nombreux, oui. Pas nombreux, mais ils ont joué un rôle pas négligeable, rien du tout négligeable. Très bien. Je connais le chef de ces partisans qui ont combattu le fascisme déjà en Éthiopie et après en Italie. Le chef s'appelait Ilio Barontini. Et c'est une grande personnalité que nous devons, comme communistes, toujours étudier et aimer. Non, je reviens sur ce rapport entre ces intellectuels petits bourgeois qui oscillent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport entre le parti qui ne sait pas aller les faire travailler ou qui n'ouvre pas sa porte pour dire il faut qu'ils soient avec nous parce qu'autrement ils seront contre? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une déficience des partis en tant que tels?
Je ne crois que le parti. Non, je crois que je dis que la situation aujourd'hui est devenue plus compliquée qu'au temps de Marx et Engels. Si nous lisons l'idéologie allemande, ce texte admirable de Marx et Engels, nous trouvons cette affirmation que je trouve extraordinaire. Il dit, tout le monde peut-être la connaît, ou tous les marxistes la connaissent, c'est-à-dire l'idéologie dominante est l'idéologie de la classe dominante. La classe qui a le monopole de la production matérielle a même le monopole de la production intellectuelle et spirituelle. Et ça explique beaucoup de choses. Mais je dis qu'aujourd'hui, la bourgeoisie n'a pas seulement le monopole de la production des idées, a même le monopole de la production des émotions. C'est-à-dire, il y a, on trouve un particulier horrible, on invente un particulier horrible, et après, on fait ce que j'appelle le terrorisme de l'indignation. Le terrorisme de l'indignation, tout le monde doit être indigné pour la chose horrible que Assad a provoqué en Syrie. Cette cruauté est véritable ou est une invention? C'est le terrorisme, bien sûr, de l'indignation. Alors, avec le monopole de la production, pas seulement des idées, le monopole de la production des émotions, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas le courage de combattre contre l'idéologie dominante. On peut, si tu permets, on peut même faire un exemple pour ce qui concerne la France. Lorsque je lis Mélenchon, bien sûr, on doit l'estimer pour la lutte qu'il fait en France contre le démantèlement de l'État social. Mais lorsqu'il écrit, oui, Assad est un criminel, tout le monde le sait, je dis qu'il est, je ne vais pas parler avec un langage trop fort, mais il est victime du terrorisme, de l'indignation. Exactement. Il n'a rien compris, mais tout le monde peut comprendre cette chose élémentaire. J'ai le livre, c'est-à-dire déjà au début de notre siècle, déjà 10 ans avant le déclenchement de la soi-disant guerre civile en Syrie, il y avait la révolution néoconservative aux États-Unis, qui dans 2000-2002 disait déjà que le régime d'Assad devait être abattu parce qu'il était trop contre Israël, était trop contre l'Occident, devait être abattu. Alors, c'est ça, une guerre décidée déjà une dizaine d'années avant d'être déclenchée et qui est décidée à une distance de dizaines de milliers de kilomètres. C'est la barbarie. Alors, qui sont les barbares? Qui sont les criminels? Et les criminels sont ceux qui siègent à la Maison Blanche. À la Maison Blanche. Pas seulement très... Obama, c'était la même. Saluti. Et Bush. Grazie. Alors, il suffit un petit peu de penser sur la dialectique de la guerre contre la Syrie. Et pour ce qui concerne la Libye, j'aime citer souvent ce philosophe française d'origine bulgare, Todorov. Oui. Todorov, à propos de la guerre contre la Libye, a écrit, c'est une citation admirable. Cette guerre déclenchée avec le prétexte de sauver la vie de 300 personnes a provoqué la mort de 30 000 personnes. C'est une citation de Todorov. Je crois que les morts ont été plus que 30 000, mais ça suffit. Encore une fois, nous voyons la vérité
de ce texte admirable de Marx et Engels, que la barbarie de la civilisation bourgeoise va nue et horrible dans les colonies, tandis que c'est d'assumer des formes respectables dans la métropole capitaliste. Et ne peut pas être marxiste, ne peut pas être de gauche une personnalité qui comprend la barbarie de la société bourgeoise dans la métropole, où cette barbarie assume des formes à peu près respectables, et ne comprend pas la barbarie de la civilisation bourgeoise dans les colonies, où il n'y a pas de masque et il n'y a pas de formes respectables. Alors que ce sont les mêmes acteurs, les mêmes présidents, les mêmes ministres, les mêmes soldats. C'est ça qui est très très étonnant et très difficile à comprendre. Oui. Mais on explique effectivement que les opinions publiques occidentales sont suffisamment formées ou déformées pour ne pas tenir compte de la politique étrangère. Je ne sais pas si c'est comme ça en Italie. Oui, et surtout la politique étrangère coloniale et colonialiste. Oui, surtout. De la politique étrangère, on tient compte seulement avec les phrases sublimes, l'Europe, voilà. les droits de l'homme, mais ça c'est seulement de la rhétorique, bien sûr. Par exemple. Mais ce ne sont pas seulement les intellectuels. Lorsque nous voyons que l'Europe, l'Union européenne a conquis le prix Nobel pour la paix, oui. parce que l'Europe a représenté la paix, bien sûr, on fait abstraction des guerres coloniales, des guerres en Indochine, en Algérie, en Angola, etc., etc. C'est-à-dire le racisme permanent de l'idéologie bourgeoise. Est-ce qu'au moment où on en est de l'émission, tu cibles dans ton livre des intellectuels beaucoup plus contemporains que Marx et Engels qui font tout ce qu'ils peuvent pour dire que la lutte de classe n'existe pas ou a pris une forme tellement douce que c'est pas grave? Tu en cites un certain nombre, j'aimerais que tu développes parce que c'est des intellectuels qui malheureusement ont des lecteurs dans nos pays. Oui, je cite bien sûr un intellectuel qui est très bien connu. Beaucoup de monde considère cet intellectuel comme le plus grand philosophe vivant. Je parle de Habermas. Mais Habermas a écrit que la lutte de classe a commencé à disparaître avec l'édification de l'État social en Occident. Alors j'écris, d'abord l'État social a été édifié pas en Occident, tout au plus en Europe, mais dans les États-Unis, l'État social n'a jamais existé. Exactement. Tout le monde devrait le savoir. Deuxième point, l'État social n'était pas un cadeau des classes dominantes au peuple, a été une conquête terrible, une lutte terrible lutte de classe. Pas par hasard, Habermas dit que l'État social a commencé à se développer en Europe dans l'année 1945. C'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Union soviétique avait un prestige immense et lorsque les partis communistes en Italie, en France et en d'autres pays jouaient un rôle très remarquable. Alors, l'État social qui, pour Habermas, est la démonstration de la disparition de la lutte de classe est bien sûr le résultat de la lutte de classe. Exactement. Mais je ne parle pas seulement de ça. Mais je trouve que c'est une idée. Parlons des États-Unis. Oui. Parlons des États-Unis. Oui. Il y avait, dans 1945, il y avait encore l'État racial, il y avait la discrimination contre les Afro-Américains, il y avait encore le lynchage public des Afro-Américains, Absolument. et il y avait la lutte des Afro-Américains qui était soutenue par le Parti communiste, par les communistes, par le mouvement communiste mondial,
Et ça n'était pas une lutte de classe. Si, bien sûr. C'est extraordinaire. La méconnaissance que même les très grands intellectuels ont de la théorie marxienne de la lutte de classe. Ils croient de l'avoir compris et de l'avoir réfuté, et peut-être ils n'ont même lu le texte qui parle de la lutte de classe chez Marx et chez Engels. Et ils en font un usage erroné. Et tu cites, alors, il y a Habermas, et puis tu cites aussi Hannah Arendt. Hannah Arendt parle de la lutte de classe comme un cauchemar. Rien que ça. Mais elle parle positivement, bien sûr, et à fort raison, de la lutte des Juifs pour l'émancipation. Et ça, c'était une lutte de classe. Ça, c'était bien sûr une lutte de classe. Mais comme tout le monde sait, Madame Arendt a joué un rôle très négatif avec cette théorie du totalitarisme qui devrait rassembler sous une catégorie commune le nazisme et le communisme. Et je dis que ça est ridicule même sur le plan théorique. Je ne parle pas seulement de politique. Je voudrais faire cet exemple. Si nous prenons la grande révolution des esclaves noirs de Saint-Domingue, Oui. Cette révolution est supprimée d'une façon farouche par Leclerc, c'est-à-dire le beau-frère de Napoléon. Nous pouvons dire la lutte entre esclavagistes et esclaves pour la liberté a été conduite d'une façon sauvage par l'un et l'autre, mais ça c'est la même chose. C'est la même chose une lutte pour l'esclavage et une lutte pour supprimer l'esclavage. Parce que cette catégorie ne fait pas comprendre l'histoire réelle. Nous pourrions penser que, alors, il y a les totalitaires, les esclaves noirs en révolution étaient les totalitaires révolutionnaires. Leclerc était le totalitaire de la suppression de la révolution. Mais que faisait par exemple Thomas Jefferson, qui était au début du 19e siècle le président des États-Unis? Il reflétait la démocratie comme des tout au contraire. Il était propriétaire d'esclaves, il était pour l'esclavage, il a essayé de condamner à l'inanition le peuple de Saint-Domingue qui s'était libéré de l'esclavage. Parce que pour Thomas Jefferson, qu'un pays soit conduit par les Noirs, des Noirs qui étaient même des esclaves, était la pathologie qui devait être combattue. Alors, si nous faisons une analyse concrète, nous voyons que Thomas Jefferson était très proche de Leclerc, c'est-à-dire était pour l'esclavage, tandis que les esclaves noirs de Saint-Domingue, peut-être ils n'étaient pas si civilisés, mais ils ont combattu une lutte pour la liberté qui a été le début de l'abolition de l'esclavage. Et ça vaut bien pour la révolution d'octobre. Une dernière personnalité que tu cibles, qui est aussi respectée chez les intellectuels français, enfin, au point par ça, c'est Simone Veil. Oui, je la cite avec respect lorsqu'elle souligne que le nazisme n'était pas une folie improvisée, ce n'était pas une improvisation, c'était la continuation de la tradition coloniale. On ne peut pas comprendre le nazisme sans faire référence à la tradition coloniale. Alors, dans ce cas, je respecte bien sûr Simone Veil, mais Simone Veil commis des erreurs, dans mon point de vue.
D'un côté, elle dit que dans la grande usine moderne, oui. Allô, allô. Ah, il semblerait qu'on ait une coupure. Donc, Domenico en était à parler donc, des positions de Simone Veil, où elle dit, au fond, la vérité politique, je m'exprime très rapidement et en improvisant, ne peut venir que des plus pauvres et des plus exploités. Et Lo Sordo, j'espère qu'on va pouvoir la rattraper en ligne, s'insurge en disant mais c'est pas le plus exploité, parce que ça veut dire que c'est celui qui est le plus malheureux, le plus dans la situation la plus difficile, qui va avoir les capacités d'organisation intellectuelle pour mener une lutte. C'est pas du tout évident. Et il dit on est entre c'est du caritatisme. Hein. Je me penche vers le plus malheureux et je lui donne lui un rôle historique qu'il n'est peut-être pas en capacité d'avoir. Et ce qu'il faut, c'est organiser la classe. C'est pas le plus exploité, le plus misérable. Je résume ce que dit Domenico Lo Sordo. Je pense qu'on va la voir à nouveau, on a été coupé. Parce que c'est très, très intéressant dans ce livre et tout, puis c'était l'occasion de lui en faire parler. Il cite, avec bien sûr citation à la pluie, parce qu'il fait toujours le même travail, il lit d'abord tous les ouvrages de ses personnages, et puis il dit là, à tel endroit, il a dérapé pour telle et telle raison, il est en contradiction avec l'analyse marxiste, etc. Donc Habermas, il l'a cité, il est moins connu peut-être en France, c'est un grand philosophe allemand de l'école de Francfort. Simone Veil, il en parle, on en parle aussi. Hannah Arendt, qui a pesé lourd dans les débats et dans la position globale anticommuniste et antisocialiste de l'Occident contemporain. Tout ça, c'est très intéressant de resituer ça. Non pas, alors c'est pas du tout des polémiques de journalistes, hein, c'est un travail de philosophe qui regarde les textes, qui regarde le parcours de ces personnages et leur évolution dans l'histoire et le rôle qu'ils jouent dans l'ambiance intellectuelle de nos pays. Il suffit d'entendre, il y a des gens que je ne cite pas qui ont Hannah Arendt, le mot d'Hannah Arendt et l'antitotalitarisme à la bouche tous les jours. Ça leur sert de compréhension générale du monde. Et tout ça fait partie d'une atmosphère de guerre froide qui se continue, qui se renouvelle sous des formes nouvelles, bien que la Russie contemporaine ne soit plus socialiste, chacun le sait. Mais, donc le livre est intéressant aussi pour tout ce que j'ai fait développer à Domenico sur la Chine, sur ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire ne pas être en situation d'infériorité économique et technique, c'est-à-dire ne pas dépendre. Alors, c'était de la farine sous Mao, après c'est des puces et c'est des ordinateurs sous Xi Jinping aujourd'hui, mais c'est la même chose, c'est-à-dire dès l'instant où pour un élément décisif de la maîtrise de sa propre économie, on est dans la dépendance d'un autre qui a des brevets, des monopoles et tout, on n'est pas libre. Et c'est bien ça qui se joue. Je ne sais pas si on va réussir à l'avoir. En tout cas, donc, le livre de Domenico Lo Sordo, donc traduit l'année dernière, s'appelle « La lutte des classes », sous-titré « Une histoire politique et philosophique ». Et vous aurez compris en l'écoutant qu'il fait tout un balayage de l'histoire, donc depuis le manifeste communiste, pour montrer à quel endroit l'affaire s'est compliquée, c'est-à-dire qu'il y avait cette dimension rapport de la lutte nationale avec la lutte des travailleurs exploités. Et il cite même des cas où, effectivement, et il dit que les États-Unis l'utilisent couramment, où ils vont mettre en avant, je pense au cas du Tibet, une lutte nationale pour en fait affaiblir un adversaire politique stratégique. C'est-à-dire en fait mettre en avant et soutenir financièrement le Dalai Lama, c'est empêcher la croissance de la Chine et son développement et son indépendance. C'est essayer de la faire exploser. Comme ils ont commencé, ils n'ont pas réussi complètement à faire exploser l'URSS. Tout ça qui est en jeu. Donc, et c'est très, très intéressant parce qu'il analyse ces ambivalences. Une lutte nationale peut être progressive dans la mesure où elle fait sortir un pays de la tutelle d'un autre, mais elle peut être utilisée par un pays dominant pour diviser un autre pays. On l'a vu par exemple dans l'utilisation des nationalités dans l'ancienne Yougoslavie qui a permis de faire exploser ce pays en toute une série de morceaux qui sont aujourd'hui tous plus malheureux les uns que les autres. Donc c'est très très intelligent de ce point de vue-là, de bien voir l'articulation lutte nationale, lutte ouvrière, et puis l'articulation de la lutte féminine, c'est-à-dire on ne peut rien comprendre et on ne peut pas dire qu'un processus de lutte est révolutionnaire si cette troisième dimension-là a été laissée de côté.
Et ça, c'est une leçon pour toutes les révolutions encore à venir, puisque très, très distinctement dans l'ouvrage, il va distinguer les luttes de classe révolutionnaires puis les luttes de classe qui ont lieu, parce que la lutte de classe, comme il le dit et comme Marx le dit, est permanente, mais elle ne débouche pas toujours sur des résultats révolutionnaires. Domenico. Oui. Ah, siamo qui. Siamo qui. Siamo qui. Donc oui, on en était à terminer sur Simone Weil, et puis pour essayer de faire un bilan donc, de son livre que j'ai commencé en ne sachant pas si on arriverait à rétablir la communication, mais en disant que c'est l'articulation de ces trois formes de lutte de classe que tu as très bien isolées, donc la lutte des prolétaires contre les bourgeois, pour faire simple, la lutte des nations opprimées, et puis la lutte des femmes, la moitié du ciel. Et tout ça, et dans chaque cas, on revient à ce que tu soulignes, donc la fameuse phrase de Lénine, l'analyse concrète de la situation concrète. Je te laisse conclure. Alors oui, je trouve important même cette thèse de Lénine que le marxisme est l'analyse concrète de la situation concrète. Alors peut-être la dernière chose que je pourrais souligner est que dans ce texte, je critique la lecture binaire du conflit social. Oui. Et je dis que tout grand conflit social, toute révolution n'est jamais seulement une contradiction, est toujours un complexe de contradictions. Je cite même Lénine, c'est qui pense, qui imagine la révolution de cette façon. D'un côté, ceux qui disent nous sommes pour l'impérialisme, de l'autre côté, ceux qui disent nous sommes contre l'impérialisme et le socialisme. Cette vision est ridicule, dit Lénine, est une vision scolastique parce qu'il y a toujours plusieurs contradictions. Et c'est pour ça que beaucoup de monde ne comprend pas l'importance de la lutte, par exemple, en Libye et en Syrie, contre l'agression colonialiste et néocolonialiste. Bien sûr, dans chacun de ces pays, il y a d'autres contradictions, mais nous devons voir la contradiction principale et nous devons voir le tableau général. Si nous pensons aux guerres commencées dans 1989, c'est-à-dire c'était le triomphe de l'Occident des États-Unis dans la guerre froide, n'était pas le début de la paix, était le début des nouvelles guerres coloniales et néocoloniales. Et si nous pensons quelles sont les cibles de ces guerres, j'ai déjà cité, et nous avons l'Irak, la Libye, la Syrie, la Yougoslavie. Alors, les cibles sont toujours des pays qui avaient derrière et une révolution anticoloniale et antiféodale. Bien sûr, cette révolution anticoloniale et antiféodale n'était pas toujours parfaitement achevée, il y avait beaucoup de problèmes, mais était toujours épargnée, était toujours sauvée, n'était pas agressée. Les pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, qui n'a derrière elle ni une révolution anticoloniale, ni une révolution antiféodale. Alors, les guerres qui ont commencé avec 1989 étaient le début d'une contre-révolution colonialiste et raciste. Je dis car dans l'histoire contemporaine, nous avons des contre-révolutions colonialistes et racistes. La première a été celle menée par Hitler, en premier lieu, par Hitler et par l'impérialisme japonais en Asie, ou par Mussolini dans les Balkans et dans l'Éthiopie. C'était une contre-révolution colonialiste et raciste. La deuxième contre-révolution colonialiste et raciste a commencé, pas par hasard, avec la dissolution de l'Union soviétique du camp socialiste. Cette deuxième contre-révolution colonialiste et raciste
a déjà provoqué des tragédies immenses. Oui. Elle peut provoquer une tragédie encore plus grande avec l'éclatement d'une troisième guerre mondiale. C'est ça que nous devons comprendre et c'est pour ça que nous devons combattre pour la paix contre la guerre provoquée par le capitalisme et l'impérialisme. Voilà. C'est ça la thèse centrale du monde. La question centrale. Et ça introduit donc à ton nouveau livre, enfin dont on attend la traduction française, Un mondo senza guerra. Est-ce que la traduction est prévue en cours ou pas? Je crois qu'on a commencé à traduire, Donc, à traduire ce texte. donc qui est le plus d'actualité. Effectivement, nous sommes face à toute une série de guerres, toutes plus cruelles les unes que les autres, où l'utilisation de l'émotion médiatique, télévisuelle est portée à son comble et où le mensonge médiatique est un mode de gouvernement quasiment quotidien. Et là, effectivement, c'est une lutte de classe. Il y a une classe qui est au pouvoir dans le monde entier et qui essaye de tromper tous les peuples, y compris les peuples des métropoles. Ah, bien sûr, surtout peut-être le peuple du métropole. Surtout qui est le premier qu'il faut tromper, bien entendu. Domenico, merci beaucoup pour tout ton travail. Merci à toi et merci à vous. À très bientôt. Très bien, à très bientôt. Merci.